Claire examine son reflet dans le miroir de la salle de bain familiale. Sa robe bleu marine, achetée en solde chez Zara la semaine dernière, semble soudain bien modeste pour cette soirée importante. Ses mains moites ajustent nerveusement son collier de perles factices tandis qu'elle respire profondément pour calmer les battements désordonnés de son cœur. Aujourd'hui marque un tournant. Marc et elle annoncent officiellement leur fiançailles devant les deux familles réunies. L'odeur du champagne, d'Homme Pérignon et des roses blanches monte déjà du salon. À travers la cloison, elle entend les conversations animées des invités et reconnaît la voix distinguée de la mère de Marc qui complimente l'aménagement floral. « Claire, descends, tout le monde t'attend !» La voix de sa mère résonne dans l'escalier, teintée de cette impatience si familière. Claire saisit son petit sac à main noire et descend lentement, chaque marche résonnant comme un compte à rebours vers un moment qu'elle redoute autant qu'elle l'espère. Le salon familial scintille sous les lustres en cristal hérités de sa grand-mère. 20 invités élégamment vêtus sirotent du champagne en admirant les bouquets disposés avec soin. Les parents de Marc, distingués dans leurs vêtements de marque, conversent aisément près de la cheminée avec des amis de la famille. Claire remarque immédiatement leur aisance naturelle dans ce décor bourgeois. « Ah, voilà notre Claire !» Sa mère s'avance, resplendissante dans sa robe Chanel noire, un sourire éclatant aux lèvres. Mais Claire connaît ce sourire par cœur. Derrière l'éclat se cache toujours quelque chose de moins tendre. « Je vous présente ma fille », annonce-t-elle aux parents de Marc avec une désinvolture étudiée. Claire travaille dans la comptabilité. Enfin, comme aide-comptable depuis 6 ans maintenant. Le ton se veut léger, mais Claire perçoit immédiatement la nuance dépréciative. Ses joues s'empourprent légèrement. Elle a toujours eu du mal à... évoluer professionnellement, poursuit sa mère avec un petit rire cristallin qui fait écho dans le salon. Marc apparaît à ses côtés et lui prend discrètement la main. Ce geste de soutien silencieux la rassure instantanément, mais n'apaise pas entièrement le nœud qui se forme dans son estomac. « Maman, peut-être pourrions-nous... »« Oh, ne sois pas modeste, ma chérie », l'interrompt sa mère, les yeux pétillants de malice. Claire a toujours eu de grandes idées, mais vous savez ce qu'on dit. Il faut savoir rester réaliste dans la vie. Les invités sourient poliment, mais Claire sent leur embarras grandissant. Pourquoi sa mère agit-elle ainsi ? Aujourd'hui, de tous les jours, Marc s'excuse discrètement pour récupérer quelque chose dans le bureau de son père. Claire reste seule face au cercle qui l'observe avec une curiosité bienveillante, mais de plus en plus gênante. Sa mère saisit une coupe de champagne sur le plateau d'argent et la porte à ses lèvres, avant de reprendre, sa voix devenant plus claire, plus assurée. « Au fait, » dit-elle en se tournant vers l'assemblée, « j'espère que vous ne m'en voudrez pas de parler franchement. » Le salon devient progressivement silencieux. Même les conversations feutrées près de la fenêtre s'interrompent. Claire sent tous les regards converger lentement vers elle, comme des projecteurs qui se focalisent sur une cible. « Cette fille ne mérite pas ce garçon », lance soudain sa mère d'une voix forte qui résonne dans tout l'espace. « Elle est fainéante et inutile. Qu'est-ce qu'il trouve chez une ratée pareille ?» Le silence qui suit ces mots est absolument assourdissant. Claire entend son cœur battre si fort qu'elle est certaine que tout le monde l'entend aussi. Ses mains deviennent glacées et elle a l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. Les parents de Marc se figent, leur coupe de champagne suspendue à mi-chemin de leurs lèvres. L'assistance entière échange des regards embarrassés et choqués. Personne ne sait comment réagir à cette violence verbale soudaine et inattendue. À cet instant précis, Marc revient du bureau, une enveloppe cachetée à la main, et un sourire mystérieux et radieux aux lèvres. Il observe la scène figée et comprend immédiatement ce qui vient de se passer. Cette ratée vient justement de... Il brandit l'enveloppe avec un éclat de fierté dans les yeux. Que va-t-il révéler qui transformera à jamais le regard de cette assemblée sur Claire ? Le silence qui suit les mots cruels de sa mère semble s'étirer indéfiniment. Claire perçoit distinctement le tic-tac régulier de l'horloge ancienne posée sur la cheminée, chaque seconde résonnant comme un gong dans l'atmosphère figée du salon. Les invités retiennent leur souffle, tous les regards fixés sur l'enveloppe que Marc brandit avec assurance. Cette ratée vient justement de réussir l'examen d'expert comptable, annonce-t-il d'une voix claire et ferme qui porte dans tout le salon. Classée 3e de la région Île-de-France sur 400 candidats.
Les mots tombent dans le silence comme des pierres dans un étang parfaitement lisse. Claire observe le visage de sa mère se transformer lentement. Ses traits se creusaient sous le choc de cette révélation inattendue. La coupe de champagne vacille dangereusement dans sa main tremblante. Votre fille obtient son DEC, diplôme d'expert comptable, poursuit Marc en sortant délicatement le document officiel de l'enveloppe. Elle ouvre son propre cabinet dans 2 mois, avenue Haussmann. La mère de Claire chancelle visiblement et s'accroche instinctivement au dossier du fauteuil le plus proche. Son teint devient d'une pâleur inquiétante. « Expert comptable ?» balbutie-t-elle, la voix soudain faible et chevrotante. « Mais c'est impossible. Elle n'a jamais... » « Pendant que vous la traitiez de ratée, » répond Marc avec une fermeté respectueuse mais implacable. Elle étudiait chaque soir au CNAM après ses journées de travail. 3 années de sacrifice que vous n'avez jamais remarquées. Les parents de Marc se rapprochent spontanément, visiblement impressionnés par cette révélation. La mère de Marc tend une main chaleureuse vers Claire. « Mes félicitations, ma chère. Quel accomplissement remarquable. L'expert comptable, c'est le summum de la profession. » Le père de Claire, comptable modeste dans une petite entreprise locale, s'avance avec des yeux brillants d'émotion. « Ma petite, » murmure-t-il d'une voix étranglée, « tu as réussi ce dont j'ai rêvé toute ma vie, expert comptable. Dans notre famille, on n'en a jamais eu. » Claire sent ses jambes flageoler sous l'émotion. 3 années de double vie, 3 années de nuits blanches après ces journées épuisantes de travail, 3 années de silence absolu face aux humiliations quotidiennes. Et maintenant, devant tous ces témoins respectables, la vérité éclate enfin au grand jour. Les invités commencent à applaudir spontanément, créant un contraste saisissant avec le malaise familial qui persiste. Certains s'approchent pour présenter leurs félicitations personnelles. « Je ne comprends absolument pas, » murmure sa mère, en se laissant tomber lourdement dans le fauteuil. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Pourquoi tout ce mystère? Parce que vous auriez trouvé le moyen de me décourager, » répond Claire, sa voix retrouvant progressivement sa force et sa détermination. « Comme vous l'avez toujours fait avec tous mes projets. » Sa mère secoue la tête avec incrédulité, complètement dépassée par les événements qui se succèdent. « Expert comptable », répète-t-elle comme si elle testait la résonance de ces mots magiques. « Ma fille va être expert comptable. » Marc glisse protectivement son bras autour de la taille de Claire. Ce geste tendre et rassurant la réconforte profondément, mais n'efface pas entièrement la douleur qui monte inexorablement en elle. Pourquoi a-t-elle eu besoin de cette reconnaissance officielle publique pour que sa mère la regarde enfin vraiment? Les journaux professionnels vont publier son portrait la semaine prochaine, ajoute Marc avec fierté. Le plus jeune expert comptable de sa promotion à obtenir directement ses propres locaux. Cette information supplémentaire achève complètement de terrasser sa mère. Elle porte une main tremblante à son front, visiblement désorientée par l'ampleur de la révélation. « Vous devriez être fière depuis très longtemps », intervient doucement mais fermement la mère de Marc. « Une fille si talentueuse, si déterminée et courageuse. » Claire observe sa mère avec un mélange complexe de pitié sincère et de colère contenue. Toutes ces années d'humiliation systématique, de critiques destructrices, de découragement constant. Et il a suffi d'une reconnaissance professionnelle officielle pour que tout bascule instantanément. « Excusez-moi, » dit-elle d'une voix parfaitement posée. « J'ai besoin de prendre l'air. Mais maintenant que cette vérité explosive est révélée publiquement, que va-t-il réellement se passer avec sa famille? Cette victoire professionnelle va-t-elle vraiment transformer leur relation ou ne fait-elle qu'ouvrir la porte à de nouveaux conflits plus subtils? L'air frais du jardin familial apaise peu à peu les battements désordonnés du cœur de Claire. Elle s'appuie contre la balustrade en fer forgé de la terrasse, contemplant les feuilles dorées qui dansent sous les réverbères de l'avenue. Marc reste silencieux à ses côtés, respectant ce moment de recueillement qu'il devine nécessaire après le bouleversement qui vient de se produire. « Tu veux savoir la vérité ?» murmure-t-elle finalement, les yeux perdus dans la pénombre du jardin automnal. « Si tu es prête à me la raconter. » Claire ferme les yeux et se laisse envahir par les souvenirs douloureux qu'elle a si longtemps gardés secrets. L'odeur familière du jasmin de sa mère flotte encore dans l'air, mélangée au parfum des invités qui s'attardent dans le salon. « Tout a commencé il y a 4 ans, » commence-t-elle d'une voix douce mais chargée d'émotion. « J'étais aide comptable depuis 2 ans et je me noyais dans la routine. Un soir, par hasard, j'ai découvert une brochure du CNAM dans le métro.
Elle se souvient parfaitement de ce moment décisif. La brochure froissée, abandonnée sur un siège, qui présentait la formation d'expert comptable. Pour la première fois de sa vie, elle avait ressenti cette certitude absolue qui l'habitait encore aujourd'hui. Le lendemain, je me suis inscrite au cours du soir. Discrètement. Très discrètement. Marc fronce les sourcils, ne comprenant pas encore pourquoi tant de mystères étaient nécessaires. Pendant 3 ans, j'ai mené une double vie parfaite, poursuit-elle avec un sourire triste. Le jour, j'étais l'aide comptable docile et sans ambition que ma famille connaissait. Le soir, je devenais celle que je rêvais d'être vraiment. Sa voix se brise légèrement. Même après ce triomphe public, la blessure reste profondément ancrée. Comment as-tu réussi à tout cacher ? J'avais mes petites stratégies, explique-t-elle en esquissant un sourire nostalgique. Je partais de chez mes parents en disant que j'allais chez ma copine Sylvie. En réalité, je filais directement au CNAM rue Saint-Martin. Cours de 18h à 21h, puis révision jusqu'à minuit dans le café d'en face. Claire se remémore ces soirées épuisantes mais grisantes. L'odeur du café réchauffé, le bruit des pages qui se tournent, la lumière blafarde des néons qui éclairaient ses cahiers de comptabilité avancés. Les week-ends, c'était encore plus compliqué. Je prétendais faire du shopping ou voir des amis. En fait, je m'enfermais à la bibliothèque Sainte-Geneviève pour bachoter mes cours de droit fiscal et de consolidation comptable. Et tes parents n'ont jamais eu de soupçons. Jamais, répond-elle avec une amertume contenue. Ils étaient tellement convaincus de mon manque d'ambition qu'ils ne posaient même pas de questions. Quand je rentrais fatiguée, maman disait « Encore une soirée perdue avec tes copines ?» Marc commence à saisir l'ampleur du sacrifice et de la détermination qu'il a fallu à Claire pour mener cette existence parallèle. Le plus dur, c'était les stages obligatoires. Il fallait que je prenne des congés sans solde, en prétextant des problèmes de santé. J'ai passé mes 3 semaines de vacances annuelles dans des cabinets d'expertise pour valider ma formation pratique. Comment as-tu financé tout cela ? Mes économies de 6 ans d'aide comptable, plus quelques heures de ménage le samedi matin chez des particuliers. Maman pensait que j'allais faire les courses au marché. Claire se tourne vers Marc, les yeux brillants d'une émotion mélangée de fierté et de tristesse. Le jour de l'examen final, j'ai dit à mes parents que j'avais une gastro-entérite. J'ai passé 15 heures à plancher sur des cas pratiques de consolidation, de contrôle de gestion et d'audit. Quand je suis rentrée le soir, épuisée mais confiante, maman m'a reproché de ne pas avoir fait les courses. Et quand tu as appris les résultats ? J'étais au bureau. Le secrétaire de l'ordre des experts comptables a appelé pour m'annoncer ma réussite et mon classement. J'ai dû m'enfermer dans les toilettes pour pleurer de joie sans que personne me voie. Marc lui prend tendrement la main. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt ? Même à moi ? Parce que j'avais peur d'échouer et de passer pour une prétentieuse. Et surtout, j'avais peur que tu me demandes d'en parler à mes parents. À travers la fenêtre du salon, ils aperçoivent sa mère, qui explique déjà aux derniers invités les détails du futur cabinet de Claire, comme si elle avait toujours été au courant de ses projets. « Tu vois ?» soupire Claire. « Maintenant, elle va récupérer mon succès et faire croire qu'elle m'a toujours encouragée. Cette révélation publique va-t-elle vraiment transformer leur relation familiale ou n'est-ce que le début d'une nouvelle forme de manipulation plus subtile ?» Le retour dans le salon se fait dans une atmosphère électrique. Les derniers invités partent un à un, leurs félicitations chaleureuses contrastant avec le silence pesant qui s'installe entre Claire et sa mère. L'odeur du champagne éventé et des bougies qui s'éteignent flotte dans l'air tandis que les verres vides s'accumulent sur les plateaux d'argent. Sa mère s'active fébrilement, rangeant les coussins avec des gestes saccadés qui trahissent son trouble profond. Elle évite soigneusement le regard de sa fille, comme si elle cherchait à retarder une confrontation qu'elle sent inévitable. « Eh bien, » finit-elle par dire d'une voix faussement désinvolte, « c'est une soirée qui restera mémorable. » Claire observe cette femme qui l'a élevée, notant pour la première fois les rides de contrariété qui creusent son front, les tremblements imperceptibles de ses mains quand elle replace machinalement les fleurs dans leur vase. « Mémorable, c'est le mot, » répond Claire avec une ironie à peine voilée. Son père s'approche timidement, les mains dans les poches, visiblement embarrassé par la tension palpable qui règne dans la pièce. « Ma petite Claire !» murmure-t-il avec une émotion contenue. « Je voudrais te dire, je suis vraiment fière de ce que tu as accompli. Expert comptable, c'est extraordinaire. Maintenant, tu l'es, » réplique-t-elle doucement.
sans amertume excessive, mais avec une lucidité nouvelle qui surprend par sa maturité. Sa mère se redresse brusquement, les joues empourprées par une colère qu'elle ne parvient plus à dissimuler. « Qu'est-ce que ça veut dire, maintenant ?» s'exclame-t-elle. « Nous avons toujours été fiers de toi. Simplement, nous ne savions pas. Comment aurions-nous pu savoir puisque tu nous as tout caché ?»« Justement, » répond Claire en soutenant fermement son regard. « Vous ne m'avez jamais demandé ce que je faisais vraiment de mes soirées, de mes week-ends, de ma vie. Vous étiez trop occupés à me répéter que je n'arriverais jamais à rien. » Le silence qui suit cette réplique résonne dans le salon comme un coup de tonnerre. Marc, resté en retrait, observe la scène avec une attention soutenue, découvrant une facette de Claire qu'il ne soupçonnait pas. « C'est de la mauvaise foi », proteste sa mère, la voix montant dangereusement dans les aigus. « Nous t'avons toujours encouragé à être réaliste, à ne pas te bercer d'illusions. Vous m'avez découragé », corrige Claire avec une fermeté tranquille qui contraste avec l'agitation maternelle. À chaque fois que j'évoquais une ambition, vous trouviez le moyen de me rabaisser. Sois réaliste, Claire. Les filles comme nous n'avons pas les moyens. Sa mère vacille légèrement, comme frappée par ces mots qui lui renvoient l'écho de ses propres paroles. Je voulais te protéger des déceptions, balbutie-t-elle, soudain moins assurée. Tu voulais que je reste à ta hauteur, rétorque Claire, que je ne dépasse jamais le niveau que tu avais fixé pour notre famille. Les jours suivants confirment cette nouvelle donne relationnelle. Les repas dominicaux, autrefois ponctués des critiques habituelles sur les rêveries de Claire, se transforment en exercice d'équilibrisme social. Sa mère oscille entre une fierté récupératrice maladroite et un ressentiment sourd qu'elle peine à dissimuler. « Ma fille va ouvrir son cabinet d'expertise comptable », annonce-t-elle désormais à tous leurs voisins, comme si cette réussite lui appartenait personnellement. Mais en privé, les piques reprennent. Plus subtile, mais tout aussi blessante. « J'espère que tu ne vas pas nous oublier maintenant que tu fréquentes le grand monde », glisse-t-elle un soir pendant le dîner. « Quel grand monde ?» demande Claire, sincèrement étonnée. « Eh bien, avec ton cabinet avenue Haussmann, tes clients fortunés, tu vas sûrement prendre de grands airs. » Marc, témoin régulier de ces échanges tendus, comprend progressivement les mécanismes toxiques qui ont façonné la personnalité de sa fiancée. Il découvre une Claire plus forte qu'il ne l'imaginait, mais aussi plus blessée. « Ta mère a peur », lui confie-t-il un soir après un dîner particulièrement difficile. « Peur de quoi ? Peur que tu la quittes. Peur de perdre son emprise sur toi. Elle réalise que tu n'as plus besoin d'elle pour réussir. » Claire réfléchit à ces mots en observant sa mère qui range obsessionnellement la vaisselle, ses gestes trahissant une nervosité grandissante. « Et si c'était exactement ce qui doit se passer ?» murmure-t-elle. L'appartement avenue Haussmann qu'elle vient de louer pour son futur cabinet devient symboliquement le terrain de la prochaine bataille. Sa mère refuse catégoriquement de venir le visiter. « Je n'ai pas besoin de voir ça », déclare-t-elle sèchement. « Tu fais ta vie comme tu l'entends. » Mais cette indépendance nouvellement conquise va-t-elle définitivement briser les liens familiaux ? Ou existe-t-il encore une possibilité de réconciliation authentique ? Les clés de son futur cabinet tremblent légèrement dans la main de Claire, tandis qu'elle pousse pour la première fois la porte du 147 avenue Haussmann. L'odeur du bois ciré et de la peinture fraîche l'accueille dans l'espace lumineux qu'elle vient de louer. 2 pièces élégantes au 3e étage, avec vue sur les grands boulevards et leurs platanes centenaires. Marc la suit, portant le premier carton de dossiers administratifs. Il observe avec tendresse l'expression émerveillée de sa fiancée, qui découvre enfin son royaume professionnel. Cabinet Claire Moreau, expert comptable, lit-il à voix haute, en déchiffrant la plaque provisoire posée sur le bureau d'acajou. Ça sonne bien, non ? Claire effleure du bout des doigts la plaque dorée, encore incrédule. 6 mois après l'annonce publique de sa réussite, elle touche enfin au but de tant d'années de sacrifices secrets. « J'ai encore l'impression de rêver », avoue-t-elle en contemplant la vue sur l'avenue. « Hier encore, j'étais aide comptable dans un bureau de 10 mètres carrés sans fenêtre. » Les premières semaines s'étalent dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Les clients arrivent progressivement, attirés par la réputation naissante de cette jeune experte méthodique et rigoureuse. Un boulanger du 11e arrondissement, un médecin qui ouvre son cabinet, une petite société de services informatiques. « Mademoiselle Moreau, vos calculs ont permis à mon entreprise d'économiser 8 000 € d'impôts.
lui confie M. Dubois, son 3e client, en signant son contrat annuel. Ses remerciements la touchent profondément. Pour la première fois de sa vie, Claire mesure concrètement l'impact positif de ses compétences sur la vie d'autrui. Mais le succès professionnel ne gomme pas miraculeusement les tensions familiales. Au contraire, il semble les exacerber d'une façon qu'elle n'avait pas anticipée. « Alors, cette nouvelle vie te plaît ?» demande sa mère lors d'un déjeuner dominical, la voix chargée d'une ironie à peine dissimulée. « Oui, beaucoup », répond simplement Claire. « Tu n'oublies pas d'où tu viens, j'espère ? Parce que maintenant, avec tes clients du 16e arrondissement, mes clients viennent de partout, maman. Et je n'oublie rien. » Cette phrase, prononcée avec une douceur ferme, fait l'effet d'une douche froide. Sa mère comprend le sous-entendu et se tait brusquement. Les relations se dégradent progressivement. Sa mère refuse obstinément de visiter le cabinet, prétextant un manque de temps qui ne trompe personne. Quand Claire évoque ses journées de travail, elle change systématiquement de sujet. Elle ne supporte pas ton évolution, analyse Marc avec justesse. Tu deviens celle qu'elle aurait pu être si elle avait osé prendre des risques. Un soir de novembre, Claire travaille tard sur un dossier de consolidation comptable particulièrement complexe. La lueur de sa lampe de bureau éclaire les colonnes de chiffres qui dansent sous ses yeux fatigués. Son téléphone sonne. « Claire ? C'est maman. Il faut qu'on parle. » La voix inhabituelle de sa mère, presque suppliante, l'inquiète immédiatement. Que se passe-t-il ? Pas au téléphone. Peux-tu venir à la maison ? Une heure plus tard, Claire retrouve ses parents dans le salon familial où tout avait commencé 6 mois plus tôt. L'atmosphère a radicalement changé. Sa mère semble vieillie, fatiguée, comme rongée par une préoccupation constante. « Je ne dors plus depuis des semaines », avoue-t-elle sans préambule. « Je pense sans arrêt à ce qui s'est passé le soir de tes fiançailles. » Claire s'assoit prudemment, sentant venir une conversation qu'elle redoute autant qu'elle l'espère. « J'ai dit des choses terribles », poursuit sa mère, la voix tremblante. « Des choses impardonnables. Devant tout le monde. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » « Tu sais très bien ce qui t'a pris, » répond Claire doucement. « Tu as exprimé ce que tu pensais vraiment de moi. » Le silence qui suit cette réplique pèse lourd dans la pièce surchauffée. « Est-ce que... » Sa mère hésite, cherche ses mots. « Est-ce que tu pourras un jour me pardonner ?» Claire observe cette femme diminuée, si différente de la mère autoritaire et cassante qu'elle a toujours connue. Pour la première fois, elle entrevoit une possibilité de dialogue authentique. Mais ce pardon espéré sera-t-il suffisant pour reconstruire une relation détruite par tant d'années de blessures accumulées ? 6 mois plus tard, le cabinet de Claire prospère au-delà de ses espérances les plus optimistes. Les dossiers s'accumulent sur son bureau d'acajou, témoignant d'une clientèle qui ne cesse de grandir grâce au bouche à oreille. L'odeur familière de l'encre et des documents administratifs remplit désormais ses journées de 15 heures de travail quotidien. Mais le succès a un goût amer qu'elle n'avait pas anticipé. « Tu as changé », lui reproche sa mère lors d'un rare déjeuner familial. « Tu parles différemment, tu t'habilles autrement. On ne te reconnaît plus. » Claire observe le tailleur-comptoir des cotonniers qu'elle porte désormais au lieu de ses anciens vêtements de grande surface. Cette transformation vestimentaire, nécessaire pour rencontrer sa clientèle, devient un symbole de trahison aux yeux de sa famille. « Je m'adapte à mon travail, c'est tout », explique-t-elle calmement. « Ah oui ? Et bientôt tu auras honte de nous, j'imagine ?» Cette accusation blesse Claire plus profondément qu'elle ne veut l'admettre. Elle réalise douloureusement que son ascension sociale creuse un fossé qu'elle n'arrivera peut-être jamais à combler avec ses parents. Marc tente de jouer les médiateurs lors des rares occasions où les 2 camps se retrouvent. « Votre fille travaille énormément pour construire sa réputation », explique-t-il patiemment au père de Claire. « Elle n'a pas changé au fond. Elle révèle juste qui elle a toujours été. Peut-être, marmonne son père. Mais avant, elle nous parlait. Maintenant, on a l'impression de la déranger quand on l'appelle. » Cette remarque atteint Claire en plein cœur, car elle contient une part de vérité qu'elle refuse de reconnaître. Ses journées surchargées lui laissent effectivement peu de temps pour les longues conversations familiales d'autrefois. La situation atteint son paroxysme en décembre, lors de l'organisation de la soirée de Noël familiale traditionnelle. « Cette année, je ne peux pas venir », annonce Claire au téléphone. « J'ai un client important qui arrive de province le 24 au soir. » Le silence qui suit sa déclaration résonne comme un couperet. « Le 24 décembre ?» répète sa mère, incrédule.
Tu choisis un client plutôt que ta famille pour le réveillon de Noël? Ce n'est pas un choix, c'est une obligation professionnelle, se défend Claire, consciente de la faiblesse de son argument. Bien sûr, Madame l'expert comptable a des obligations plus importantes que nous. La communication se coupe brutalement. Claire reste plusieurs minutes le combiné à la main, réalisant l'ampleur des dégâts relationnels que provoque son succès professionnel. Marc la retrouve ce soir-là dans son bureau, penché sur ses dossiers, mais l'esprit manifestement ailleurs. « Tu fuis », lui dit-il sans préambule. « Je travaille », proteste-t-elle. « Tu fuis ta famille en te réfugiant dans le travail. Tu as tellement peur qu'ils te rabaissent à nouveau que tu préfères les tenir à distance. » Cette analyse brutale mais juste la bouleverse. Elle pose son stylo et regarde Marc avec des yeux brillants d'émotion contenue. Et si j'ai raison? Et s'ils ne supportent réellement pas ma réussite? Et si tu ne leur donnais pas la possibilité de t'accepter tel que tu es devenu? Cette question la hante pendant des semaines. Claire prend conscience qu'elle a peut-être développé des mécanismes de protection qui l'isolent autant qu'ils la préservent. Le jour de l'épiphanie, elle reçoit un appel inattendu de son père. « Ta mère est hospitalisée », annonce-t-il d'une voix étranglée. « Burn-out et dépression. Elle parle de toi sans arrêt. Elle dit qu'elle t'a perdu, définitivement. » Claire sent le monde s'écrouler autour d'elle. Dans sa course au succès, a-t-elle oublié que ses parents, malgré leurs défauts, restent les seules personnes qui l'ont aimée avant qu'elle ne devienne quelqu'un d'important? « J'arrive », murmure-t-elle en attrapant ses clés. En traversant Paris à toute vitesse pour rejoindre l'hôpital, elle réalise que le vrai prix de sa réussite pourrait bien être la perte définitive de sa famille. Mais est-il encore temps de réparer les liens qu'elle a inconsciemment contribué à briser, ou certaines blessures sont-elles irréversibles? 10 mois plus tard, Claire se tient debout dans l'amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne, vêtue d'un tailleur noir élégant qui reflète sa nouvelle assurance professionnelle. L'odeur de l'encaustique et des vieux livres, mélangée au parfum des bouquets de fleurs officielles, flotte dans l'air solennel de cette cérémonie prestigieuse. « Mademoiselle Claire Moreau », annonce le président de l'Ordre des experts comptables d'une voix claire qui résonne sous les voûtes centenaires. « Pour l'excellence de vos résultats et l'innovation de vos méthodes, vous recevez le prix du jeune expert de l'année. » Les applaudissements nourris de l'assemblée de 300 professionnels la submergent d'une émotion qu'elle peine à contenir. Ses mains tremblent légèrement en recevant le trophée de cristal gravé à son nom, symbole tangible d'une reconnaissance qu'elle n'osait espérer si rapidement. Dans l'assistance, elle aperçoit Marc qui l'applaudit avec fierté, ses collègues du quartier des affaires, quelques clients devenus amis. Et là, au 10e rang, 2 silhouettes familières qu'elle avait renoncé à attendre, ses parents. Sa mère, élégante dans un ensemble qu'elle ne lui connaissait pas, applaudit discrètement. Son père essuie une larme furtive, visiblement ému par la solennité du moment. « Cette distinction récompense non seulement votre expertise technique, poursuit le président, mais aussi votre capacité à accompagner les petites entreprises dans leur développement. Vos clients témoignent unanimement de votre dévouement et de votre humanité. » Claire repense à Monsieur Dubois, le boulanger du 11e, dont elle a sauvé l'entreprise familiale d'une faillite certaine. À Madame Chen, créatrice de mode, qu'elle a aidé à structurer sa comptabilité pour obtenir un prêt bancaire déterminant. Après la cérémonie, sur le parvis de la Sorbonne, où les invités se dispersent dans l'air frais de mai, la confrontation tant redoutée a enfin lieu. « Félicitations », dit simplement sa mère en s'approchant, la voix émue malgré ses efforts pour paraître détachée. « Vous êtes venu », murmure Claire, encore sous le choc de les voir là. « Ton père a insisté », répond sa mère avec un sourire timide. Il disait que c'était important, que nous devions être présents. Son père s'avance, les yeux brillants de fierté paternelle. « Ma petite fille », dit-il d'une voix étranglée. « Je n'avais jamais vu une cérémonie si solennelle. Quand ils ont prononcé ton nom, j'ai eu l'impression que mon cœur allait exploser. » Claire sent ses propres larmes monter, trop longtemps contenues. « J'ai cru que vous ne viendriez jamais, » avoue-t-elle. « Nous avons failli ne pas venir, » reconnaît sa mère avec une honnêteté douloureuse. « J'avais peur de ne pas être à la hauteur, de faire tâche dans ton nouveau monde. » Marc s'éloigne discrètement, comprenant que ce moment appartient exclusivement à la famille. « Vous ne faites tâche nulle part, » assure Claire. « Vous êtes mes parents. Sans vous, je ne serais jamais arrivée jusqu'ici. » Même après tout ce que je t'ai dit,
demande sa mère, la voix tremblante. Même après toutes ces humiliations, Claire observe cette femme vieillie, marquée par les mois d'hospitalisation et de remise en question qui ont suivi leur rupture. Elle voit pour la première fois non plus la mère critique et frustrée de son enfance, mais une femme blessée par ses propres échecs. « Surtout après tout ça, » répond-elle doucement. « Vous m'avez appris à me battre, même si ce n'était pas de la façon que vous imaginiez. » Sa mère fond en larmes, libérant des années d'émotions refoulées. « Je suis si fière de toi, » sanglote-t-elle. « Si fière et si désolée à la fois. J'ai eu peur que tu nous échappes, que tu nous méprises. Alors j'ai préféré t'attaquer avant que tu nous abandonnes. Je ne vous abandonnerai jamais, » promet Claire en la prenant dans ses bras. « Mais je ne redeviendrai jamais la petite fille soumise que vous vouliez que je reste. Je ne te le demande plus, » murmure sa mère. « Je veux juste apprendre à être fière de qui tu es devenue, sans avoir honte de qui nous sommes restés. » Cette déclaration, simple mais fondamentale, ouvre enfin la voie à une réconciliation authentique. Son père les rejoint dans cette étreinte familiale réparatrice, sous le regard bienveillant des passants qui voient dans cette scène l'image universelle d'une famille qui se retrouve. « Maintenant, » dit-il avec un sourire malicieux, « tu vas nous expliquer ce que fait exactement un expert comptable, parce qu'on n'a jamais très bien compris. » Cette boutade fait rire aux éclats les trois protagonistes, brisant définitivement la glace qui s'était formée entre eux. Mais cette réconciliation publique sera-t-elle suffisante pour effacer des années de blessures mutuelles et construire une nouvelle relation familiale équilibrée? 6 mois après la cérémonie de la Sorbonne, Claire pousse la porte du petit café de Montmartre, où sa mère l'attend, installée près de la fenêtre qui donne sur la place du Tertre. L'odeur familière de la bergamote et des croissants chauds flotte dans l'air, tandis que les derniers touristes d'automne déambulent entre les peintres de rue. Ces rendez-vous mensuels sont devenus un rituel depuis leur réconciliation publique. Un territoire neutre, où elles apprennent patiemment à se redécouvrir, loin des tensions du foyer familial et des souvenirs douloureux de l'enfance. « Comment va le cabinet ?» demande sa mère en remuant distraitement son thé, s'efforçant visiblement de montrer un intérêt sincère pour la vie professionnelle de sa fille. « Très bien, trop bien même, » répond Claire avec un sourire fatigué. « Je viens d'embaucher une assistante. Marie, 24 ans, fraîchement diplômée. Elle me rappelle moi il y a quelques années. » Sa mère hoche la tête, cherchant encore ses mots quand il s'agit d'exprimer sa fierté sans paraître récupératrice. Et tes clients sont contents ? Ils le disent. Certains m'ont même recommandé à leurs amis. Le bouche à oreille fonctionne bien. Un silence confortable s'installe entre elles, ponctué par le tintement des tasses et les conversations feutrées des autres clients. Ces pauses ne sont plus pesantes comme autrefois, mais empreintes d'une reconnaissance mutuelle encore fragile. « Claire, » reprend sa mère d'une voix plus grave, « il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû t'expliquer depuis longtemps. » Claire lève les yeux de sa tasse, pressentant l'importance de ce qui va suivre. « J'ai raté mes propres études à cause d'un mariage précoce avec ton père, » avoue sa mère en fixant obstinément sa cuillère. « J'avais 19 ans, j'étais enceinte. Mes parents m'ont poussée à l'épouser rapidement. J'avais commencé des études de secrétariat de direction, mais j'ai dû tout abandonner. » Cette révélation frappe Claire comme un coup au cœur. Pour la première fois, elle entrevoit les frustrations personnelles qui ont nourri l'amertume maternelle. « Je ne le savais pas, » murmure-t-elle. « Comment aurais-tu pu le savoir ? Je n'en ai jamais parlé à personne. Même ton père ignore à quel point j'en ai souffert. » Sa mère relève enfin les yeux, et Claire y lit une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais soupçonnée. « Pendant 30 ans, j'ai regardé d'autres femmes réussir là où j'avais échoué. Et quand tu as commencé à montrer de l'ambition, ça a réveillé toute ma frustration. Vous ne supportiez pas que je réussisse là où vous aviez renoncé, » comprend Claire avec une douloureuse clarté. « Exactement, » confirme sa mère, les larmes aux yeux. « Au lieu d'être fière de toi, j'étais jalouse. Jalouse et terrifiée à l'idée que tu t'aperçoives que j'étais moins que toi. » Claire tend la main par-dessus la table et saisit celle de sa mère, geste spontané de réconfort qu'elle n'aurait jamais imaginé possible quelques mois plus tôt. « Vous n'êtes pas moins que moi, maman. Vous avez fait des choix différents dans une époque différente. Mais j'ai failli te détruire à cause de mes propres échecs.
sanglote sa mère. Je t'ai rabaissé, découragé, humilié, tout ça pour que tu restes à mon niveau au lieu de m'élever avec toi. Vous m'avez aussi donné la force de me battre, nuance Claire avec une générosité qui la surprend elle-même. Vos critiques m'ont appris à ne compter que sur moi-même. C'est aussi grâce à ça que j'ai réussi. Sa mère secoue la tête, refusant cette absolution trop facile. Ne minimise pas le mal que je t'ai fait. J'ai besoin de reconnaître mes erreurs pour qu'on puisse vraiment repartir sur de bonnes bases. Cette honnêteté brutale mais nécessaire marque un tournant dans leur relation. Pour la première fois, elles se parlent d'égal à égal, femme à femme, sans le poids écrasant des rôles mère-fille qui les emprisonnaient. « Que veux-tu que je fasse maintenant ?» demande sa mère d'une voix suppliante. « Comment puis-je réparer ce que j'ai cassé ?» Claire réfléchit longuement avant de répondre, pesant soigneusement ses mots. « Je ne veux pas que vous répariez, » dit-elle finalement. « Je veux que nous construisions quelque chose de nouveau. Une relation où nous nous respectons mutuellement, sans que l'une doive diminuer l'autre. » « Tu peux me pardonner ? Vraiment ? » ?»« Je peux essayer, » répond honnêtement Claire. « Mais il faut que vous compreniez que pardonner ne signifie pas oublier. Les blessures sont là, elles font partie de moi maintenant. Mais elles ne nous empêcheront plus d'avancer ensemble. » Sa mère acquiesce gravement, acceptant ces conditions qui, pour la première fois, ne l'humilient pas mais la responsabilisent. « Et ton père ?» demande-t-elle. « Il souffre beaucoup de cette situation. Il ne sait plus comment se comporter avec toi. Papa n'a jamais été le problème, » rassure Claire. « Il a toujours été fier de moi, même quand il n'osait pas le dire. » En quittant le café ce jour-là, Claire sent qu'un poids immense s'est soulevé de ses épaules. Non pas celui de la rancœur, qu'elle a définitivement accepté de porter, mais celui de l'incompréhension qui l'empêchait de construire un avenir familial serein. Mais cette nouvelle complicité fragile résistera-t-elle aux épreuves quotidiennes et aux vieux réflexes qui risquent de ressurgir ? 3 ans plus tard, Claire contemple son reflet dans le miroir de la suite nuptiale de l'hôtel Plaza Athénée. Sa robe de mariée en soie ivoire, simple et élégante, reflète parfaitement la femme équilibrée qu'elle est devenue. À travers la fenêtre, les jardins des Champs-Élysées scintillent sous le soleil de juin, promesse d'une journée parfaite. « Tu es prête ?» demande Marc en ajustant sa cravate de soie gris-perle dans le reflet du miroir. « Plus que prête », répond-elle avec un sourire serein qui contraste avec la nervosité d'il y a 4 ans. Le cabinet Moreau & Associés emploie désormais 8 personnes et rayonne sur tout l'ouest parisien. Claire a gardé ses premiers clients fidèles tout en développant une expertise reconnue dans l'accompagnement des entreprises familiales en transition. Son bureau avenue Haussmann résonne désormais des rires de son équipe et de la satisfaction visible de sa clientèle. Dans le salon de réception de l'hôtel, les invités prennent place pour la cérémonie civile. Claire aperçoit ses parents au premier rang, sa mère resplendissante dans un ensemble bleu marine qu'elle a choisi avec elle lors d'un après-midi shopping complice. Ces moments de complicité, impensables autrefois, sont devenus naturels grâce aux mois de reconstruction patiente de leur relation. « Ma petite fille », murmure son père en lui prenant le bras pour la conduire à l'hôtel. « J'ai l'impression que c'était hier que tu cachais tes livres de comptabilité sous ton matelas. »« Et maintenant, vous êtes fière de moi ?» demande-t-elle avec un clin d'œil taquin. « Depuis le premier jour », répond-il avec émotion, « même quand je n'osais pas le dire. » La cérémonie se déroule dans une atmosphère de joie authentique. L'officier d'état civil évoque avec justesse l'importance de construire ensemble tout en préservant l'individualité de chacun. Ces mots résonnent particulièrement pour Claire, qui a appris à concilier amour et indépendance. Quand arrive le moment de l'échange des consentements, sa mère essuie discrètement une larme de bonheur. Cette même femme qui l'avait humiliée publiquement rayonne aujourd'hui de fierté maternelle, preuve tangible que les êtres humains peuvent évoluer et grandir. « Claire », déclare Marc en glissant l'alliance à son annulaire, « tu m'as appris que l'amour véritable n'est pas de sauver l'autre, mais de l'accompagner dans sa propre construction. »« Marc », répond-elle avec émotion, « tu m'as montré qu'on peut être aimé pour ce qu'on est vraiment, pas pour ce qu'on prétend être. » Après la cérémonie, dans les jardins fleuris où se déroule la réception, Claire circule entre ses invités avec une grâce naturelle. Ses collègues de l'ordre des experts comptables côtoient ses anciens professeurs du CNAM. Ses clients devenus amis et sa famille recomposée dans la sérénité. « Madame Moreau », l'interpelle Monsieur Dubois,
son fidèle boulanger. Grâce à vous, ma fille vient d'entrer en école de commerce. Elle veut devenir experte comptable, comme son modèle. Cette confidence la touche profondément. Elle réalise qu'en réussissant sa propre ascension sociale, elle est devenue un exemple pour d'autres jeunes femmes de milieu modeste. En fin d'après-midi, alors que les derniers invités savourent le champagne sous les tonnelles fleuries, sa mère s'approche discrètement. « Je voulais te dire merci », dit-elle simplement. « Merci pourquoi ? Pour m'avoir donné une seconde chance. Pour ne pas m'avoir jeté comme un vieux meuble quand tu es devenu quelqu'un d'important. » Claire prend sa mère dans ses bras. Geste spontané qui aurait été impensable quelques années plus tôt. « Vous m'avez donné la vie, maman. Moi, je vous ai juste donné l'occasion de découvrir qui vous pouviez encore devenir. » Ce soir-là, dans l'intimité de leur suite, Marc et Claire contemplent les lumières de Paris qui scintillent à leurs pieds. « Tu regrettes quelque chose ?» demande-t-il. « Rien », répond-elle sans hésitation. « Même les moments difficiles m'ont mené jusqu'ici. » Claire caresse machinalement la photo de leur mariage posée sur la commode. Sur le cliché, sa famille sourit authentiquement, réconciliée dans le bonheur partagé. « J'ai appris quelque chose d'essentiel, » confie-t-elle. « On peut pardonner sans oublier, réussir sans écraser, s'élever sans mépriser d'où l'on vient. Dans quelques mois naîtra leur premier enfant. Cette petite fille grandira dans l'encouragement constant, entourée de grands-parents qui ont appris de leurs erreurs et de parents qui croient en ses rêves les plus fous. L'architecture de leur bonheur est solide, parce qu'elle repose sur des fondations authentiques, la vérité, le respect mutuel et l'amour qui libère au lieu d'enchaîner. Claire s'endort ce soir-là en paix avec son passé et confiante en son avenir, ayant compris que la plus belle victoire n'est pas de prouver aux autres qu'ils avaient tort, mais de se prouver à soi-même qu'on avait raison de croire en ses rêves. No, because I know it's actually annoying. I stink, bro. Hi Omega, how are you? Bruh. Stomping on them keys heavy. Is it really that bad though? Is it that bad? Cause I'll turn my mic down. Maybe, I don't know. Should I turn it down? Is it that bad? Oh no. No, because sometimes I watch back my VODs when I play this game and it's so loud. Hi, Ty! Miss you, Stinker. How are you? I keep checking my phone to see if Kelly wants to play with me, but man, I don't think she likes me. Hold on. Bad bitch just posted on IG. Hold on. Wait, I need to comment. Wooga.
Okay, anyways. Let's play. Any requests? Nothing crazy though, because I'm not really trying to download. What is that? That looks weird. My screen's like glitching a little bit. I don't know why. Hi, Robin. How are you? It's not horrible? Okay, that means it's pretty bad then. Oh, you want to play this one? Michael? I'll play this one. I like this one. Okay, let me turn down my